Soyez les bienvenus ce matin au rendez-vous des tendances pour comprendre et proposer pour une seconde saison de nos travaux sur l'avenir des médias et de ses business models dans une période spectaculairement exigeante pour chacun d'entre nous. Permettez-moi de vous adresser ou de vous réitérer des vœux parmi les plus chaleureux en nourrissant l'espoir, qui sait, de se revoir cette année en vrai. Mon nom est David Lacomblade et je dirige la Villa Numéris, qui est donc un think tank indépendant qui promeut un modèle européen du numérique en affirmant la primauté de l'humain. Je le précise pour ceux qui nous rejoignent, peut-être pour la première fois. Vous le verrez, on est assez exigeant sur le fond, mais très convivial dans la forme, en tout cas, c'est ce qui préside à nos rencontres. Pour bien commencer l'année, je me réjouis d'accueillir des professionnels aguerris qui sont avant tout des amis. Fabienne Marquet, qui est directrice générale adjointe de Bayard Média Développement, Stéphane Baudier, qui est directeur général de l'ACPM, Benjamin Grange, directeur général de Dentsu Consulting, et Emmanuel Potier, directeur général adjoint de Clear Channel France. Bienvenue à tous les quatre. Vous êtes ici chez vous. Merci également à nos partenaires, l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias, bien sûr, Bayard Développement également, Offre Média et Clear Channel France. Alors, comment ça va se passer ce matin? C'est assez simple et ceux qui sont habitués de nos rendez-vous le savent. On est sur un temps d'1 heure, chrono en main. Vous pouvez poser des questions quand vous le souhaitez avec une méthode qui a fait ses preuves de lever le doigt ou de vous signaler par l'instrument de discussion. Ceux qui veulent tweeter ou sur LinkedIn, n'hésitez pas à utiliser le hashtag Digital Trends. Je précise qu'il y aura un compte-rendu écrit de notre rencontre et qu'elle est enregistrée également pour ceux qui voudront avoir un replay. Donc ceux qui ne voudraient pas apparaître, éteignez bien sûr votre caméra et tout se passera très bien ainsi. Wishlist 2021 parce que nous souhaitions poser les bases d'une année qui va être riche en matière de transformation dans les médias. Vous vous souvenez, l'année dernière, on avait déjà eu une première saison où on avait passé en revue lors de nos travaux ce que constituait le revenu premium de la presse, le native advertising et la diversification de la presse, qui nous avait valu un position paper au mois de juillet que vous retrouverez bien sûr sur notre site. Notre rendez-vous aujourd'hui lance la deuxième saison de ces travaux. Moi, je souhaitais ce matin écouter des dirigeants de médias appeler à exprimer leurs vœux pour l'année à venir, d'en tracer des perspectives, des opportunités à saisir et voir avec eux les tendances qui se dégagent et qu'il nous faudra anticiper. Je précise qu'à l'issue de cette rencontre, on vous passera un questionnaire pour hiérarchiser les sujets que vous souhaitez voir traités et développés tout au long de cette saison, donc dans le cadre d'un atelier d'intelligence collective avec notre partenaire Synapscore qui permet de travailler de manière désynchronisée et respectueuse de votre temps, que je sais précieux. Ce que je vous propose, c'est peut-être de rentrer directement dans le vif du projet, de notre échange ce matin. Je vois Stéphane Baudier qui paillasse d'impatience, donc je vais lui poser la première question. Stéphane, quel a été pour toi l'événement le plus marquant de l'année écoulée? Et si tu avais un vœu, un seul pour commencer, quel serait-il? Alors, naturellement, ça marche comme dans toutes les visios, il faut mettre son micro. Bon, David, tu vois, il faut que je reprenne les bonnes habitudes de 2020. Donc, bonjour à toutes et tous. Bonjour mes amis, parce qu'il y a beaucoup d'amis, il y a beaucoup de gens que j'apprécie beaucoup autour de cette table et derrière leur petit écran. Donc, mon vœu le plus cher, c'est de vous voir physiquement le plus vite possible en prenant un petit café avec vous.
Donc ça, c'est pour la mise en situation. Ce qui m'a le plus étonné en 2020, c'est l'incroyable capacité à se renouveler, à innover sous contrainte. On n'aurait jamais pu imaginer, projetons-nous il y a 1 an, avant le premier confinement, on n'aurait jamais pu imaginer cette force de résilience, cette force de transformation qu'ont développé tous les médias, mais bien évidemment en particulier la presse, pour pouvoir donner du sens, pour pouvoir se rapprocher de leurs lecteurs, les accompagner, à la fois en leur donnant du plaisir et puis en les rassurant dans ces moments très angoissants. Donc ça, c'est pour mon étonnement 2020. Et puis moi, ma wishlist 2021, bien c'est, j'imagine un petit peu comme tout le monde, de pouvoir nous retrouver et de pouvoir tous ensemble recommencer à rire, à plaisanter, de sortir de de ce début d'année un petit peu tristoun. Voilà pour mes premiers vœux. Merci Stéphane. Emmanuel Potier qui va apparaître. Bonjour à tous. Merci David. Alors, si je devais retenir, on va dire, un événement, enfin, ce qui m'a marqué en tout cas, c'est de constater qu'on était dans notre industrie capable en fait de voir notre activité s'arrêter totalement. C'est-à-dire qu'on a eu un véritable blackout pendant 2 mois, pendant la période du confinement, où toute l'activité s'est arrêtée. C'est-à-dire que la boîte était à l'arrêt. Ça, sincèrement, je l'aurais jamais imaginé au-delà d'une catastrophe naturelle ou d'un mouvement de grève. Mais une crise sanitaire, non, je l'aurais jamais imaginé. Donc ça, c'était un événement marquant pour moi et il continue de marquer encore, je pense, beaucoup les esprits aujourd'hui. En termes de wishlist, alors bien évidemment, je suis comme Stéphane, je rêve de prendre un café, de retourner au restaurant avec vous tous. Mais j'aurais tendance à dire que si j'ai un goût, quelque chose de plus précis ou plus tard, ce serait peut-être dans un premier temps de contenir le traumatisme, parce que je sais que la période est tristoune et qu'il faut être positif, mais je pense que 2021 va être une année où on va devoir justement contenir ça au niveau des nouvelles générations, mais aussi au niveau des salariés, au niveau des entreprises. Et ce traumatisme, il faudra le contenir et puis de nouveau redonner de l'espoir et un petit peu de rêve, se projeter. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui nous manque beaucoup, c'est de ne pas savoir où on va. Et je crois que c'est Henry Kissinger qui disait quand on ne sait pas où on va nulle part. Et je pense que ça, ce serait bien qu'on retrouve un petit peu de sens et qu'on sache collectivement où on veut aller. Voilà. Merci Emmanuel. Je passe la parole à Benjamin Grange. Même question. Un souvenir marquant de 2020, même si on a quand même on sait à peu près autour de quoi ça tourne, et un vœu pour l'année qui s'ouvre. Merci David pour cette tribune. Alors quelques points un peu marquants selon moi. Le premier, c'est que sur les médias au sens large, ils n'ont jamais eu autant d'intérêt, de valeur pour leur lectorat. Ils n'ont jamais eu autant d'audience, mais ils n'ont jamais eu autant de difficultés à la monétiser. Donc il y a un véritable paradoxe finalement entre le fait qu'on a je ne dis pas qu'on avait perdu, mais on a redécouvert en fait le sens et l'intérêt en fait des vrais médias, et pourtant pour eux ça n'a jamais été aussi difficile pour arriver à monétiser les choses. Ça pose d'ailleurs des questions pour la suite, je dirais, du modèle économique. On le sait, mais c'est toujours dans ces phases de crise que parfois on accélère des prises de conscience qui sont sur des situations ou des sujets qui étaient déjà en cours, mais qu'on avait du mal à voir ou avec la bonne acuité. Deuxième élément, c'est un peu un retour au sens, à l'entreprise citoyenne. On a parlé pendant des années du durable, du responsable, mais c'était un peu avant un sujet de compensation, c'est-à-dire que beaucoup d'entreprises, beaucoup de marques se dédouanaient en fait de continuer leur activité telle qu'elle faisait en ayant une activité à côté, une fondation, en finançant telle association caritative, etc. Donc il y avait une logique un peu de compensation quand on travaillait sur des sujets de ESG au sens large. Je crois qu'on a franchi un cap.
avec un certain nombre d'entreprises qui se sont mis au service en fait de la communauté et de la société et de manière très très diverse. Quand LVMH produit des gels hydroalcooliques ou des masques ou le groupe Rocher, on change complètement de logique et c'est illustratif en fait de cette approche. Donc il y a une montée du sens, on le savait, mais je dois dire que c'est souvent la résistance au changement, elle sort un peu elle se réduit quand on est au pied du mur et quand on est dans des phases de fortes contraintes, comme évidemment on le vit. Et puis le troisième élément, c'est évidemment le passage au télétravail, dont on a considéré que c'était une révolution. En fait, c'est un truc qui existe depuis 20 ans, mais simplement on avait oublié qu'il y avait un icône Teams sur son écran. On a découvert l'intérêt de ça. Et les excès aussi, parce qu'on a tous vécu des grands moments de fatigue et de détresse derrière son écran pendant 10 heures. Et donc pour 2021, évidemment, je ne vais pas redire tout. Le lien social nous manque tous et je pense qu'on sera ravis de le redécouvrir. Mais je crois qu'il y aura un 2021 qui sera en grand écart, avec probablement des acteurs, des entreprises, des médias, des agences, des acteurs en fait de ce monde du marketing qui seront en mode survie, c'est-à-dire qui seront en fait à faire le maximum pour faire le dos rond et passer la crise. N'oublions pas que le PGE de l'État a été effectivement salutaire, mais alourdit évidemment la dette des entreprises. Donc certains aujourd'hui ont des capitaux propres qui sont assez fragiles. Et puis il y en a d'autres au contraire qui se sont modernisés pendant cette phase-là et qui vont ressortir beaucoup plus forts, qui souvent sont d'ailleurs biberonnés avec du capital risque ou des investisseurs tiers, et donc qui ont cette capacité finalement d'avoir un ressort en sortie de crise. Et je pense qu'on va avoir un phénomène très marqué entre les acteurs qui seront en mode survie, d'autres qui au contraire auront pris un temps d'avance sur un marché qui a fait en 2020, enfin vous le savez, moins 20%, et dont j'espère aussi qu'en 2021, donc j'espère qu'en 2021, on va récupérer une partie de ce marché-là, sauf que on sait par le passé que chaque fois qu'il y a eu ce type de baisse, on n'en récupérait qu'une partie seulement. Merci Benjamin pour ce propos introductif. Fabienne Marquet. Il faut que tu mettes ton micro, Fabienne. Oui, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2021. Merci David pour ton introduction. Alors, je vais vous dire la chose la plus simplement possible. C'est vrai que cette crise sanitaire a été compliquée et complexe pour l'ensemble des acteurs médias et pour le groupe Bayard également, hein, parce que passé la période de sidération de nous tous, il a fallu reprendre le dessus. Donc, mais néanmoins, ce que nous retenons, c'est cette expérience collective que nous avons vécue ensemble, donc inédite, où nous avons su gérer, nous avons su nous adapter à la situation. Et en même temps, c'est riche d'enseignements pour nous tous. Si je dois retenir 3 choses par rapport à cette année 2020, c'est que notre excellence éditoriale est et restera au cœur de notre action. C'est une valeur constante et durable pour le groupe Bayard, pour l'ensemble de ses marques, de Notre Temps à Jamir, en passant par La Croix, Le Pèlerin, et bien d'autres revues et bien d'autres marques médias que nous avons dans notre portefeuille d'actifs. Mais ce que nous avons surtout remarqué, c'est que l'engagement que nous avons avec nos audiences, elle est singulière, et elle s'est renforcée depuis mars 2020. Nous avons, vous savez, nous avons plus de 4 millions d'abonnés. Donc, on a un portefeuille d'abonnés qui est riche et qui existe depuis des dizaines d'années. Mais nous renouvelons ce portefeuille d'abonnés d'1 million environ par an. Donc, un quart de nos abonnés se renouvellent par an. Et depuis mars 2020, nous avons des records d'abonnements sur la jeunesse. Nous avons de très, très bonnes tenues sur La Croix, Notre Temps et Pèlerin. Donc, nous avons des marques et des valeurs refuges qui, en période de crise, prennent du sens. Et nous en sommes ravis, bien évidemment. Alors, c'est dû à la qualité de nos contenus, à l'excellence éditoriale et à notre capacité aussi de résilience en ces temps d'incertitude.
Ce que je souhaitais dire aussi, c'est que, et ça fait partie, donc c'est quelque chose que nous avons remarqué en 2020, mais qui fait partie aussi de nos vœux pour 2021, c'est que l'humain et la confiance sont au cœur de l'action. Que ça soit sur une équipe, l'équipe de Bayard Média Développement a fait preuve d'énormément de résilience et nous avons eu envie, en tout cas nous avons eu envie de réussir et de passer cette étape avec conviction et dynamisme, ce que nous avons réussi à faire parce que la bonne tenue de nos revenus est là et je m'en félicite bien évidemment. C'est vrai que cette période est compliquée, mais moi j'ai toujours tendance à dire qu'à partir du moment où dans la tête ou dans l'action, nous avons de l'enthousiasme, nous y arriverons. Alors, je relève ce qui a été dit juste avant moi. C'est vrai qu'il va y avoir sur le marché beaucoup de sociétés, beaucoup d'équipes qui vont être en mode survie. Je pense qu'il faut être solidaire et responsable de ce qui se passe dans notre industrie. Et je pense que tous ensemble, on passera cette étape avec, on va dire, avec vigueur. Voilà. Et pour le vœu 2021, donc je le redis, plus d'humains et plus de confiance et plus d'envie de travailler ensemble. Merci Fabienne pour ce propos liminaire. À vous écouter tous les quatre, on a le sentiment que effectivement on navigue un peu à vue, mais à flot. De là à dire que tout irait bien dans le meilleur des mondes possible, comme dirait le philosophe, il y a un pas qu'on ne franchira peut-être pas tout de suite. Néanmoins, si on veut rentrer un peu plus dans les détails, quelles sont, Stéphane, pour commencer peut-être les perspectives pour le marché d'une manière générale? Et pour les médias de presse, en particulier pour 2021. Je rebondis sur la très bonne introduction de Benjamin. C'est vrai que la situation est totalement paradoxale. Les usages des Français ont été totalement, non pas transformés, mais accélérés dans leur transformation. Le digital est au cœur de nos vies. On s'est tous rendu compte que quand on est confiné, si on n'a pas une box, on ne vit pas. Le digital est totalement lié à notre quotidien, qu'il soit personnel ou professionnel. Et ça, les médias et en particulier la presse l'ont formidablement compris. On n'a jamais vu de toute l'histoire des médias en France de telle croissance des audiences sur une période aussi courte. Des plus 30, des plus 50, des plus 100% d'audience sur en particulier les sites d'information. Donc les Français ont démontré un énorme besoin, mais aussi une formidable appétence pour la presse, les médias de contenu, les médias d'information, mais pas uniquement d'ailleurs les médias d'information, c'est tous les médias de contenu, la presse cuisine, la presse décoration, et quand je parle de presse, c'est bien évidemment de marques de presse, à la fois print et digital. Donc toutes les familles de presse ont vu des croissances très très importantes de leurs audiences parce qu'elles ont su s'adapter, parce qu'elles ont su rendre service et puis créer encore plus de relations, plus de liens avec leurs lecteurs. Et cette croissance des audiences digitales, elle se double d'une croissance des abonnements. Parce que ce que mentionnait Fabienne est très révélateur, c'est que pour le groupe Bayard, mais pas uniquement que pour le groupe Bayard, il y a des formidables croissances en niveau d'abonnement. La presse quotidienne nationale, je pense en particulier au Monde, n'a jamais eu de son histoire des diffusions payées aussi importantes. Donc les Français, non seulement consomment à travers les sites, à travers les applis, mais ils achètent aussi, ils payent pour avoir des abonnements de leur quotidien ou de leur magazine favori. Donc l'audience est là, et une audience captive. Et puis face à cela, il y a cette très grande, je dirais presque détresse sur le plan publicitaire, des incompréhensions. Les annonceurs, les premiers, comme tout citoyen, se sont rendus compte en tant que personne de l'importance des marques médias, de l'importance d'avoir un contenu crédible. Et pour l'instant, ça se traduit que de manière très très faible dans leurs investissements médias. Le duopole Facebook, Google récolte tout ce qu'il peut y avoir à récolter.
je pense que nous ne sommes pas encore arrivés à une situation suffisamment tendue, parce que parfois il faut arriver à cette situation pour qu'il y ait une vraie prise de conscience des annonceurs, parce que c'est aux annonceurs que la décision échoue, puisque ce sont leurs investissements. Je veux dire, il faudrait que collectivement, mais aussi dans le cadre de leur propre responsabilité entrepreneuriale, ils se rendent compte que les Français lisent, ils lisent sur des tablettes, sur des portables, sur du papier. Ils lisent, mais non seulement ils lisent, mais aussi ils ont confiance et ils croient en ce qu'ils lisent quand c'est fait par de la presse de qualité. Donc, il y a pour 2021, il va y avoir une croissance qui va se continuer en matière d'abonnement, de diffusion, d'audience. Et il faut un grand mouvement pour que, je veux dire, du côté de la publicité, je veux dire, l'équilibre se rétablisse. Donc c'est ce paradoxe, mais que nous avons commencé à vivre déjà depuis quelques années et qui s'est accéléré entre un appétit, un amour des Français pour les médias de contenu de qualité et de l'autre un désamour de la part des annonceurs. Alors, tous les médias ne sont pas logés quand même à la même enseigne, hein. Si on regarde, il y en a un qui a perdu quand même quasiment 100% de son audience au printemps, c'est l'affichage. Je me tourne vers Emmanuel Potier, qui est un des dirigeants de Clear Channel France. Emmanuel, quelle perspective, est-ce qu'il y a quelques raisons d'espérer pour 2021 sur l'affichage en particulier? Alors, des raisons d'espérer, de toute façon, il faut toujours qu'il y en ait un petit peu, parce que sinon, on n'arrive pas à avancer. Mais force est de constater, et je rejoins complètement les propos de Stéphane et de Benjamin, c'est la notion de survie et l'attitude des annonceurs qui vont être les sujets les plus critiques. La survie, malheureusement, s'auto-alimentera, ou s'alimentera du moins beaucoup, de la demande des annonceurs d'un point de vue publicitaire. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que malheureusement, sur un premier trimestre 2021 qui se profile, on a un marché qui est extrêmement attentiste. On sait que dans nos secteurs, quand un marché est attentiste, c'est une guerre des prix qui s'opère, c'est une pression de plus en plus forte sur les différents acteurs de la chaîne de valeur, les agences médias, les agences créa. Donc moi, ce qui me fait un petit peu peur, c'est que malheureusement, sur au moins le premier trimestre, on reste sur une situation presque similaire à ce qui s'est passé en 2020, ce qui va encore plus fragiliser les structures. Ce qui doit nous amener à penser aussi, c'est que la manière dont vont s'acheter les médias demain, les annonceurs vont prendre des habitudes, ont énormément de demandes, d'offres disponibles. Donc, il y a fort à parier qu'en tout cas, que le modèle classique de commercialisation des espaces publicitaires avec des commerciaux pour un média comme le nôtre va être amené à évoluer demain. La notion de plateforme, de DSP, ça va certainement être des choses qui se développent de plus en plus. Mais ce qui est certain, en tout cas, c'est que notre média, en 2021, il ne faudra pas le regarder avec la hiérarchie naturelle des médias que l'on a connue dans les années passées, mais plutôt de se dire les attributs d'un média aujourd'hui, en quoi ça correspond à la situation réelle des annonceurs. Limitation des budgets, besoin de flexibilité, de réactivité, d'annuler tout simplement sa campagne de publicité ou de l'arrêter. On l'a vu que le stop and go sur le confinement, pour nous, a été dévastateur, parce qu'en fait, quand vous êtes dans une chaîne logistique, c'est très compliqué parfois d'arrêter alors que c'est lancé. Donc, quand vous êtes annonceur, vous préférez ne pas faire. Donc ça, c'est un vrai point d'ancrage pour nous qui va être important. Et puis après, il y a la notion des secteurs d'activité. C'est-à-dire qu'on est un média qui a à la fois une dimension locale et nationale. Sur le local, les annonceurs locaux sont essentiellement des annonceurs liés au commerce, au tourisme. Et là, on voit bien que c'est des secteurs qui sont fortement impactés aujourd'hui. Donc, quid de ces secteurs demain et de la constitution du chiffre d'affaires d'une régie comme Clear Channel? Et surtout, j'aurais tendance à dire pour conclure, au final, est-ce que la grande question, quand je vois l'attitude des annonceurs aujourd'hui, c'est de me dire, mais est-ce que la publicité et le rôle d'un média traditionnel, en tout cas, n'est pas en train de se redéfinir? Et le modèle économique qui va aller avec, bien sûr.
Alors, il y a une diversité de membres au sein de la Villa Numéris et autour de notre rencontre ce matin. C'est pour ça que je précise qu'une DSP, tout le monde n'est pas né dans le marché de la publicité. C'est une plateforme d'optimisation des campagnes publicitaires. Pour faire simple, la réalité, c'est que c'est beaucoup plus compliqué et complexe et que même ceux qui les utilisent ne sont pas toujours au fait de savoir exactement quels sont les tenants et aboutissants. Donc, on va éviter de rentrer dans ce débat très technique pour le coup. Et je vais passer la parole à Benjamin qui lève la main au sens propre du terme. D'ailleurs, je précise, et notamment pour nos amis de Parnasse qui nous rejoignent pour la première fois ce matin, que vous pouvez prendre la parole quand vous le souhaitez, c'est-à-dire que vous me le demandez et je vous la passerai volontiers. Donc, n'hésitez pas à vous signaler, bien sûr. Benjamin, sans sortir la boule de cristal, quelles sont les perspectives du marché sur 2021 et notamment, est-ce qu'il n'y a pas une simplicité à se tourner vers des géants numériques dont l'efficacité est aussi régulièrement louée par les annonceurs? Oui, il y a plusieurs phénomènes. Ce que je disais en introduction, c'est que quand il y a eu de grands mouvements, qui soient réglementaires, qui soient liés à l'économie, sur le marché publicitaire, avec marqué par des baisses, on n'a jamais retrouvé, en fait, historiquement, le niveau d'avant. Je pense, le dernier exemple, c'est par exemple quand il y a eu la suppression, en fait, de la publicité sur France Télévisions, en tout cas après 20 heures, je dirais les centaines de millions d'euros qui ne sont plus allés chez France Télévisions ne se sont pas reportés sur les autres médias à l'euro, un petit peu, mais et quand il y a eu des grandes baisses, comment dire, des grandes récessions de l'économie française ou de l'économie européenne, la publicité a été un indicateur avancé, c'est-à-dire comment dire, baissant en premier et remontant après. Donc et souvent pas au niveau où c'était comment dire, où c'était avant. Donc c'est un, comment dire, c'est un vrai sujet qui est doublé de deux éléments un peu nouveaux dans la circonstance. Le premier, c'est qu'en 2020, on a quand même habitué les consommateurs à, enfin, on a habitué les annonceurs à faire sans publicité. Je dirais donc certains, soit pour des raisons où comment dire, le cuir est assoupli et l'habitude a été prise, soit pour des raisons économiques, vont continuer finalement à moins en faire. Et puis la deuxième chose, c'est que y a quand même une petite musique, et on l'a vu d'ailleurs avec la Convention citoyenne, avec Mathieu Orphelin, de commencer à expliquer que tous les mots viennent de la publicité, un peu comme si on traitait la conséquence et pas la cause. C'est-à-dire que la publicité fait évidemment met en avant des produits, des services qu'on lui demande de mettre en avant, et elle le fait plutôt pas mal. Soyons honnêtes entre nous. Mais on a eu tendance à expliquer, à l'opinion publique au sens large, au grand public, que tout venait finalement tous les mots venaient de la publicité, et s'il y avait des produits qui étaient polluants, qui étaient mis en avant et consommés, c'est pas parce qu'on en avait besoin, c'est parce qu'il y avait de la publicité. Bon, c'est pas aller jusqu'au bout, mais cette musique, elle est installée dans un pays quand même, soyons honnêtes, où on considère que la communication et la publicité, ce sont quand même des activités légères. En tout cas, dans un pays, dans une culture de l'ingénieur, dans un pays quand même de l'ingénieur, on ne considère pas que le marketing, la com, est aussi noble que les activités d'ingénierie. Si je me place par rapport aux États-Unis ou par rapport en Angleterre, on a une perception en fait de ces activités qui est très différente. Donc ça, ce sont des choses qui évidemment pèsent dans la reprise. Donc moi, je reste très optimiste, si vous voulez, sur 2021. Il va y avoir une reprise, à mon avis, assez massive dans un certain nombre de secteurs qui continuent à très bien fonctionner. Évidemment avec le digital en particulier. Et puis, mais effectivement, les chiffres seront pourtant en trompe-l'œil, parce que on va avoir le tourisme qui est aujourd'hui en très grande difficulté et qui était un très grand acteur. On a et paradoxalement, on a le monde de l'automobile qui va plutôt bien. Vous voyez, donc c'est en fait un très grand contraste et on va trouver un grand écart. Moi, je suis pas inquiet sur le marché publicitaire, mais il va falloir trouver d'autres falloir bien investir sur les clients et les secteurs d'activité dont on sait que soit ils forment un élément de résilience, la tech
aujourd'hui continue à bien fonctionner, très bien fonctionner, soit sur nos activités qui sont absolument essentielles, et on pense à la distribution en particulier, soit ce sont des activités qui profitent de la crise parce qu'il y a un changement, l'automobile va plutôt pas mal, et évidemment, voilà, essayer de trouver des mesures de contournement pour les secteurs qui sont aujourd'hui en difficulté comme le tourisme. Merci Benjamin. Fabienne, perspective de marché et pour le groupe Bayard et ses différents titres. Alors, l'année 2021 va être une année de changement profond, hein, vous l'avez tous les trois répété. Ça va être celle de nouveaux usages de consommation, donc plus responsables, et la Convention citoyenne nous y oblige. Celle de nouvelles plateformes de communication pour les marques, pour les entreprises et leurs marques et leurs services. Il me semble que les communications vont être beaucoup plus institutionnelles et moins produits, donc à voir si ce que je ressens en tout cas va se produire. Mais il va y avoir une recherche, de toute façon c'est indéniable, il va y avoir une recherche de liens durables avec de nouvelles réponses aux attentes de consommateurs, avec plus de transparence, plus de durabilité aussi dans la relation, plus de citoyenneté, donc plus d'expression de l'utilité des marques et des entreprises, et plus de respect, bien évidemment, pour les enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux que nous sommes en train de vivre. Alors, j'y vois trois opportunités. La première, c'est continuer à faire savoir la force de nos marques médias, donc la confiance qu'elles génèrent auprès de leurs audiences, et faire savoir aussi, c'est le savoir-faire de nouvelles formes de récits. Alors, parmi ces nouvelles formes de récits, je vais vous raconter une jolie histoire, comme c'est si bien fait le groupe Bayard. Nous avons, vous savez que nous avons beaucoup de héros, hein, et ils sont connus et reconnus, et l'inconscient collectif en est marqué. Mais nous avons travaillé avec l'un de nos clients, qui est un laboratoire de dermocosmétiques. Il avait une problématique pour une crème atopique qui s'adressait aux enfants entre 5 et 10 ans. Pour avoir de réels bénéfices suite à l'application de cette crème, il fallait l'appliquer pendant 21 jours consécutifs. Nous avons réalisé un workshop et nous avons créé un nouvel héros, Piquedou. Piquedou est un petit éléphanteau qui a beaucoup plu aux enfants, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et nous avons créé donc une mini-série sous forme de podcast avec une mini-série de 2-3 minutes, entre 2 et 3 minutes tous les soirs, pour que l'enfant passe sa crème tous les soirs pendant 21 jours consécutifs. En fait, le résultat a été excellent, donc vous pouvez aller à la rencontre de Piquedou sur le site de ce laboratoire dermocosmétique qui s'appelle donc Pierre Fabre pour la marque Aven. Et ça a tellement eu le succès a été tel que nous avons été traduits en 11 langues et nous sommes donc diffusés dans plusieurs pays. Donc ces nouvelles formes de récits, il faut en avoir conscience. Pour nous, c'est une opportunité. C'est vrai que le groupe Bayard est doté de plusieurs centaines d'auteurs, donc nous sommes en capacité de pouvoir accompagner les marques, même si leur nouvelle plateforme de communication n'est pas totalement prête, nous pouvons les accompagner pour qu'elles gardent le lien avec leurs consommateurs ou leurs clients potentiels. Donc ça, c'est une première opportunité pour nous. La deuxième, c'est d'être encore plus proche de nos clients, donc d'être des partenaires business de la croissance de nos clients. Nous avons, et vous le savez, vous l'avez certainement en tête, vous avez déjà dû entendre parler Sybille Lemaire qui a créé le Club Landois en 2019, donc un nouvel observatoire sur la transition démographique des 45 ans et plus. Nos membres, aujourd'hui, perçoivent ce think tank comme une opportunité, comme une chance de mieux comprendre et mieux appréhender les nouvelles attentes de nos citoyens qui ont 45 ans et plus. Nous avons L'Oréal avec nous, nous avons Generali, nous avons Orange, nous avons EDF, nous avons plus de 15 membres. Donc c'est la preuve qu'il y a en tout cas une prise de conscience de la part de ces entreprises de regarder de plus près en tout cas ce que ces nouvelles cohortes d'individus vont donner en termes de consommation et même d'attitude, d'usage. Nous avons, parce que c'est vrai, j'en parlais d'ailleurs pas plus tard que la semaine dernière avec un président d'agence média, il disait pendant 10 ans, le Graal, ça a été les millennials, c'est millennials. Le nouveau Graal, c'est peut-être cette type 45-60 ans. Donc nous, la plupart d'entre nous, qu'il va falloir bien évidemment regarder pour voir comment le monde va changer, parce que nous allons bien évidemment activement y participer. La troisième qui est essentielle, et vous l'avez abordé, c'est nos engagements en matière de RSE.
dont la publicité est responsable. Je fais partie des états généraux de la publicité, hein, donc je travaille avec, pour essayer de trouver en tout cas des solutions par rapport à l'acceptation, une meilleure acceptation de la publicité, parce que la publicité, l'industrie du marché publicitaire a quand même en tout cas une valeur d'utilité pour l'économie française, et ça, il faut le faire savoir au plus grand nombre de la manière la plus transparente possible. Voilà. Et je pense que 2021 va être aussi une année charnière pour justement mettre en action toutes ces belles promesses de RSE que beaucoup d'entreprises ont données, mais qui n'ont peut-être pas toujours été suivies de fait. Donc là, c'est le moment de le faire pour montrer aux citoyens aussi et montrer à l'ensemble de nos partenaires que nous sommes au rendez-vous. Voilà. Merci Fabienne, on va tâcher de se remettre du choc, de la césure des 45 ans en se mettant un peu de crème, peut-être que tu la décrivais. Sans transition, je passe la parole à Stéphane pour voir avec lui. Stéphane, on avait accueilli Louis Dreyfus au mois de juillet pour décortiquer le modèle du monde qui est quand même très efficient et qui a une capacité tu parlais d'abonnement tout à l'heure, de prendre les plus jeunes par la main sur des offres Snapchat gratuites, de les faire monter à bord d'offres universitaires pour 1 € par mois et finalement en faire des abonnés classiques, si je puis dire, à l'offre premium. Est-ce qu'il y a d'autres modèles en France, en Europe et à travers le monde qu'il faudrait peut-être qu'on regarde d'un peu plus près, qui, à l'instar du Monde ou d'autres quotidiens, prennent une pente intéressante à observer et peut-être même à suivre, hein. Micro, voilà, j'ai remis le micro. En fait, ce mouvement du monde, le monde est un exemple. Je veux dire, ce que t'arrives à faire le monde en quelques années est magnifique. Ça ne doit pas occulter ce que font aussi beaucoup de grands quotidiens français. Le Figaro, Fabienne nous a parlé de La Croix, L'Équipe, malgré ses difficultés aujourd'hui, depuis quelques jours, avec ses rédactions, a fait une extraordinaire mutation vers le digital, vers la vidéo, la télé. Donc l'ensemble, en fait, il faut mettre d'un côté tous les groupes qui ont commencé leur mutation digitale il y a plusieurs années, je dirais il y a une dizaine d'années. Donc on retrouve des acteurs aussi bien en presse quotidienne nationale qu'en presse quotidienne régionale. Ouest France, par exemple, La Voix du Nord, depuis 3-4 ans, ont fait des mutations incroyables pour se digitaliser et pour se rapprocher de leur public, de leur bassin d'audience. Moi, je suis pas du tout. Enfin, l'exemple du Monde est un très très bel exemple, mais il y en a beaucoup d'autres, que ce soit en presse quotidienne ou en presse magazine, en France ou à l'étranger. Alors, je préciserai, quand on parle d'étranger, on a souvent en tête le modèle américain. Il y a une petite précision à faire entre le modèle américain, ou plutôt anglo-saxon, et nos modèles. On parle d'abonnés, de millions d'abonnés du New York Times, par exemple. Il faut savoir qu'aux États-Unis est considéré comme abonné quelqu'un qui a acheté un contenu à partir du moment où il a payé quelques cents. Donc à partir du moment où vous achetez tel contenu du New York Times, ça peut être n'importe quoi, un abonnement pour de la météo, pour des jeux, enfin ce que vous souhaitez. À partir du moment où il y a une transaction financière, c'est considéré comme un abonné payant. Donc ce qui leur permet d'avoir effectivement des millions et des millions d'abonnés. Dans les pays comme la France, comme l'Allemagne, comme l'Espagne, on est beaucoup plus vigilant sur ce qu'est un abonné, donc il faut qu'il y ait une certaine somme, et tout le modèle de la presse, et justement par rapport à ces difficultés
publicitaires, de mettre l'accent sur à la fois des contenus, mais ça c'est le fond de la presse, d'être au plus proche des besoins, des attentes pour développer les meilleurs contenus, mais aussi en matière de marketing et de techno, pour pouvoir proposer aux bonnes cibles les bons contenus. Et ça, c'est ce n'est pas le nouveau modèle, mais c'est le modèle majoritaire vers lequel vont beaucoup de grandes marques, en particulier de presse. C'est compte tenu des difficultés publicitaires, on cherche d'autres sources de revenus. Alors forcément, en 2020, on les a pas trouvées avec l'événementiel, mais par contre, il y a dans tous les groupes de presse des vraies expertises, des vrais savoir-faire pour développer l'abonnement à travers une multitude de... Donc, comme je le disais en intro, je ne suis pas du tout inquiet sur la capacité des titres à maintenir et même plus à développer leurs audiences. Je ne suis pas inquiet parce que ces nouvelles audiences, ces nouveaux abonnements, petit à petit, ça va combler les pertes côté publicitaire. Par contre, c'est la période qui va être... qu'il va falloir assumer, il va falloir tenir. Je pense que ça va être beaucoup plus que quelques mois, mais encore quelques années pour retrouver de la sérénité entre les baisses de la publicité et les nouveaux revenus créés par les abonnements. Voilà, donc pas d'inquiétude à moyen terme, mais des difficultés comme pour tous en 2021. Merci Stéphane. On va revenir après sur les nouveaux revenus parce qu'il y en a d'autres que le premium. Je pense au e-commerce par exemple. Mais avant cela, j'aimerais passer la parole à Emmanuel Potier. Tout à l'heure, Benjamin parlait des différentes contraintes qui s'imposent de plus en plus aux médias. Alors, la crise sanitaire en est une. La pression de l'information qui n'était pas enchanteresse aussi, parce que quand vous êtes annonceur, vous n'avez pas forcément envie de vous retrouver au milieu du chaos tel que le décrivent la plupart des journaux depuis bientôt 1 an. Au plus fort de la crise, plus de la moitié de la surface éditoriale de la presse, des journaux, télé ou radio était consacrée au traitement du Covid-19. Et pour en rajouter, il y a aussi une pression environnementale qui monte. Avec un souci écologique de chacun qui se traduit aussi dans les urnes, qui se traduit aussi dans de nouvelles directions au sein de grandes municipalités désormais en France. Et quand on sait et on connaît le marché particulier que celui de l'affichage qui repose aussi sur des conventions avec des municipalités, comment on gère cette contrainte au moment où on devient finalement pointé du doigt pour être soit le pollueur en chef, soit le représentant d'une consommation hors d'âge. Alors c'est vraiment un point saillant aussi pour nous en 2021, c'est justement tout ce contexte et l'image de notre média. C'est-à-dire que tout à l'heure on parlait de marque média, je pense qu'il y a une marque affichage et il y a un vrai enjeu. À la grande différence de tous les autres médias, vous aurez remarqué qu'on est un média sans contenu, à part le contenu publicitaire. Donc j'aurais tendance à dire qu'il y a une logique de double peine, c'est-à-dire qu'à la fois on est visible dans la rue, donc le premier réflexe quand on a envie d'attaquer le secteur de la publicité, c'est potentiellement de dire il y a trop de panneaux. Et de la même manière, on ne peut pas vraiment se défendre, enfin on essaye, mais en tout cas la dimension du contenu est quelque chose d'assez nouveau. Donc dans les nouvelles narrations que l'on doit imaginer, pour que justement on se rapproche un peu plus d'un concept citoyen et qu'on ne soit pas perçu juste comme un publicitaire, qui sera l'enjeu en fait pour nous, parce que plus on sera attractif, ou du moins sur une posture défensive, plus on aura de chances de gagner des campagnes publicitaires. Mais clairement aujourd'hui, il y a un principe de réalité qui m'amène à vous dire clairement, il y aura moins de panneaux publicitaires à terme, il y aura beaucoup plus de démontage. Certains annonceurs aujourd'hui sont quand même, on parlait du contexte éditorial dans la presse, David, il y a un contexte aussi éditorial dans la rue, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en période de confinement, communiquer à l'extérieur, c'était pas envisageable. Notre contexte éditorial à nous, c'était la rue. De la même manière, dès qu'on sort de période de confinement, les marques, on l'a remarqué, ont eu envie de reprendre un dialogue un petit peu humain et terre à terre avec les consommateurs et les citoyens. Il y a eu beaucoup de messages de remerciements à travers des campagnes de publicité. Comme disait Fabienne, on parlait moins de produits.
Et le fait que ce soit un média qui soit quand même accessible, plutôt démocratique, parce que dans la rue, et donc du coup tout le monde y a accès, ça peut aussi être une opportunité pour nous. Ce qui est certain, c'est que c'est la narration, mais je pense que vous en aviez déjà parlé dans un précédent Digital Trend, la narration des marques demain dans la rue va être un vrai enjeu en fait. Et pour l'anecdote, je faisais une intervention il n'y a pas très longtemps et j'expliquais qu'il y a encore quelques années, on avait des annonceurs nationaux qui nous disaient surtout on veut que les boucles de contenu en digital out of home soient qualitatives. Donc ne nous mettez surtout pas à côté d'un annonceur local, du commerçant ou du concessionnaire, etc. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir, c'est que potentiellement la ligne éditoriale d'un écran publicitaire dans la rue demain ou dans un lieu public va peut-être attirer l'annonceur national parce que justement, il y a une dimension de proximité et d'hyperlocal. Donc, il y a de l'espoir quand même, mais clairement, l'enjeu, ça va être d'avoir une ligne éditoriale qui parle aux citoyens, qui parle aux consommateurs et qui rassure les annonceurs qui ont quand même parfois un peu peur d'utiliser un média qui est considéré comme pollueur aujourd'hui. Alors, avant de me tourner vers Benjamin pour commencer à regarder quels vont être les nouveaux leviers de croissance pour les médias, j'ai une petite question pour Fabienne. Tout à l'heure, tu parlais de solidarité avec tous les acteurs. Comment elle peut se concrétiser, cette solidarité? Est-ce qu'il y a des initiatives à prendre? Qu'est-ce qu'on entend par là? Ouvre ton micro, Fabienne, s'il te plaît. À chaque fois, je veux être sage, alors j'étends. Donc cette solidarité, déjà, il faut que nous la vivions par notre posture, c'est-à-dire que il faut déjà nous-mêmes avoir un regard bienveillant vis-à-vis de l'ensemble des acteurs du marché. Hein. Et l'ensemble des acteurs du marché, je parle de l'agence de publicité, à l'agence média, mais aussi à l'annonceur, hein, parce que nos clients, donc les annonceurs, mais nos partenaires aussi du marché sont importants, mais tout le monde est important. Mais il va falloir être dans une posture bienveillante et co-construire ensemble ce que va être l'industrie marché publicitaire de demain. Donc cette solidarité, c'est garder le sourire, être dans l'empathie, c'est essayer de trouver des solutions ensemble pour avancer. Et ces solutions, elles peuvent naître tous les jours. Là, je racontais l'histoire de Piquedou. Pour moi, Piquedou, c'est mon nouvel héros. Et ces nouvelles formes de narration, ces nouvelles formes de récit sont une véritable opportunité. Donc, et je pense que chaque acteur du marché peut y trouver, en tout cas, une manière de faire du business et de sauver son business model. Je crois beaucoup on travaille beaucoup sous forme de workshop, vous le savez, au sein du groupe Bayard. On travaille beaucoup avec le Liberté Living Lab, bien évidemment, pour co-construire l'avenir. Nous pouvons imaginer ce genre de choses avec les agences médias, les agences de publicité et les annonceurs. Travailler sous forme de workshop, sous forme projet. La gestion de projet, pour moi, est en tout cas un possible qui peut nous permettre de mieux travailler ensemble et de démontrer qu'on peut être solidaire, c'est-à-dire qu'il va y avoir des moments très, très difficiles, il ne faut pas non plus mettre ça de côté. Voilà, la solidarité peut se traduire comme ça, la solidarité peut se traduire aussi dans l'accompagnement de certains acteurs s'ils rencontrent des difficultés. Donc voilà, donc il y a différentes façons de le faire. Après, ça sera du ad hoc, mais en tout cas, nous serons là. Merci Fabienne. Benjamin, si on regarde les opportunités du marché, les innovations, quels sont les principaux leviers de croissance à envisager pour les médias? D'ailleurs, je vous renverrai vers un très bon article dans les Échos publié ce matin avec une citation notamment du président du conseil de The Independent qui prédit que dans moins de 10 ans, l'e-commerce pèsera plus que la publicité classique pour les médias traditionnels. Est-ce qu'il y a d'autres thèmes à identifier, Benjamin? Alors, je ne vais pas répondre sur les modèles économiques globaux des médias, parce que ça concerne les médias. Ce que je peux te dire, c'est que ce que je peux vous dire de ce que l'on remarque. Alors, la première des choses, c'est qu'il ne faut pas enterrer la publicité trop vite. D'accord? Ça, quand ça va mal, c'est toujours le réflexe. Non, il y a des secteurs qui aujourd'hui souffrent et investissent moins. Il y a une période où on a eu un petit discrédit sur le rôle de la publicité.
Mais en même temps, pour vendre, d'accord, on n'a rien trouvé de mieux que la publicité. Alors après, que cette publicité, elle change de forme, que cette publicité, elle s'exprime différemment, mais de toute façon, le fait de mettre en avant son produit, son service de la meilleure manière qui soit, c'est de toute façon une nécessité. Donc, quand on dit ça, ça ne va pas, comment dire, ça ne disparaîtra pas. Voilà. Alors que ça change de forme, ça change d'expression, qu'il y a des codes qui évoluent, c'est une évidence, mais à peu près comme tout. Alors, dans les opportunités, pour reprendre ta question, je le disais tout à l'heure, il y a comment dire, tous les secteurs qui fonctionnent bien. L'univers de la tech fonctionne bien. L'univers de l'investissement fonctionne bien. L'univers de l'automobile fonctionne pas mal. L'univers des télécoms fonctionne bien. Donc, il y a un certain nombre d'univers, de secteurs d'activité sur lesquels les médias et d'ailleurs l'ensemble des agences publicitaires sont plus ou moins positionnés, qui sont aujourd'hui des vrais secteurs de croissance. D'accord ? Voilà. Et de manière très conjoncturelle, c'est vrai que l'hôtellerie, la restauration, évidemment, une certaine forme de service aux entreprises, voilà, ce sont des secteurs qui souffrent un petit peu plus. C'est vrai que si on est positionné dessus, on a un peu une double peine. Ensuite, le deuxième élément, c'est qu'il y a beaucoup plus il y a des vraies opportunités autour, et ça, je crois que ça a été très bien dit, pour essayer de trouver davantage d'authenticité et de sens dans la relation entre un média, l'entreprise média, la marque média et ses audiences. C'est vrai d'ailleurs entre une agence et ses clients aussi au sens large. Et donc cette authenticité, cette pérennité, je dirais, aujourd'hui il y a une vraie demande, et quand on arrive à trouver ce qui permet de nourrir ce lien, on a évidemment une croissance durable. C'est pas très original, mais dans ces phases-là de reprise, qui sont post-crise, si on peut se mettre quelques mois en avant, c'est évidemment la confiance qu'on a dans les partenaires existants qui alimente et qui accélère le retour à une croissance durable. Donc ça, c'est le deuxième élément. Le troisième, c'est qu'il y a en fait beaucoup de choses aujourd'hui qui ont trait à l'innovation au sens large, soit qui viennent des États-Unis, soit qui sont dans les cartons, soit qui sont dans les startups, qui sont aujourd'hui des choses qui devraient être généralisées plus rapidement, et qui vont faire en fait que là encore, on a moyen d'eux. Donc en d'autres termes, il y a une trajectoire de changement pour tous, et les acteurs du marketing et de la com en particulier, qui est une trajectoire de changement qui doit s'accélérer, qui passe évidemment par la technologie, beaucoup plus qu'avant, et qui passe par un lien renouvelé entre les individus et une synergie entre la technologie et l'homme, parce que c'est ça qui fait la logique. Donc on a passé vers du gadget en disant la data doit être partout. Enfin, c'est une évidence, donc faisons-le. Et on est dans une époque beaucoup plus tournée vers le sens. Merci de prononcer le mot magique de data, Benjamin, qu'on avait assez peu prononcé ce matin. D'ailleurs, ça me fait penser à une citation de John Wanamaker, dont on ne peut pas dire que c'était un digital natif. C'est un homme d'affaires, propriétaire de grands magasins et homme politique américain du 19e siècle, et qui disait « La moitié de mes investissements publicitaires est dépensée en pure perte. Le problème, c'est que je ne sais pas laquelle. » La data peut permettre de résoudre ce type d'équation. Est-ce que c'est un sujet sur lequel finalement les médias ont déjà renoncé, ou au contraire, Stéphane, Fabienne et Emmanuel, il y a des réflexions en cours, des projets communs peut-être, qui sait? Stéphane. Alors, moi, moi, ce qui m'intéresse dans ta question, c'est plus le mot projet et plus le mot commun que le mot data. Sur la partie data, il y a quand même des grandes questions. Il y a le RGPD, il y a la fin programmée des cookies. Donc, je pense que sur la data, on est dans une époque, justement, avec aussi cette demande de la part des consommateurs citoyens de plus de transparence, de plus de respect. Je pense que les grands rêves de data
data qui permet de connaître tout le monde sous toutes les coutures sont un peu passés, me semble-t-il. Par contre, dans ta question, tu as parlé de projet, tu as parlé de commun, et je pense que c'est vraiment à travers le collectif que notre profession, à la fois sur le plan de la promotion des médias comme sur le plan de la commercialisation, peut retrouver de la croissance. Alors par exemple, sur le plan de la commercialisation, je voudrais, il y a une société que vous connaissez très bien, qui s'appelle 366, qui a été l'année dernière élue meilleure régie de France, alors que c'est quand même une régie de presse par rapport à d'autres très très grandes régies. En fait, cette régie, elle a été créée il y a plus d'une vingtaine d'années, à un moment où je veux dire, la presse quotidienne régionale n'était pas dans sa forme la plus grande, était même pour certains un petit peu, qu'est-ce que je pourrais utiliser comme terme, presque ringardisée. La création de 366 qui a été, puisque j'ai eu la chance de les conseiller il y a ouais, plus de 20 ans, a été un combat très difficile, puisque de mettre ensemble plusieurs acteurs qui sont concurrents au quotidien pour commercialiser les espaces, c'est pas quelque chose de simple. 366, alors il a fallu du temps, il a fallu de l'énergie, une vision, de l'investissement, mais est devenu une très très grande régie. Et je pense que sur le plan de la commercialisation, il faut s'inspirer de ce qui marche. Et alors, je ne me permettrai pas de donner des conseils à qui que ce soit, mais c'est évident que dans l'affichage digital, il y a une très très forte concurrence interne et qui, me semble-t-il, a peut-être nuit aux qualités du média, et que cette recherche de collectif, cet exemple de 366, alors il y a d'autres exemples bien sûr, mais il faut regarder ce qui marche, et il faut que nous tous, de manière collective, on fasse abstraction de nos concurrences, de nos différences, je veux dire, pour avancer groupés, comme le font certains. Le collectif, c'est aussi, et là je vais faire un petit peu d'autopromo pour... c'est la capacité à mettre tous les talents, même concurrents, ensemble. Donc le 2 février, il y a un festival qui s'appelle Demain la Presse, le festival, où sur toutes les grandes thématiques des Français, on va retrouver tous ceux qui sont concurrents au quotidien, c'est-à-dire les plus... Il va y avoir une thématique sur la cuisine, vous allez avoir les meilleurs journalistes cuisine de... pareil sur la presse d'information, sur la presse mode. Je veux dire, il faut que dans des situations de difficulté comme celle qu'on vit, nous dépassions nos concurrences, nous dépassions nos frictions pour, de manière collective, montrer tous les bons côtés de nos actions. C'est quelque chose que les agences, et c'était bien naturel, agences médias, agences de création, je veux dire, commencent à porter des vrais discours communs. Il faut qu'on aille tous encore plus loin pour défendre notre profession, mais dans une action positive, collective et sympathique, parce que Fabienne le disait tout à l'heure, je veux dire, cette année 2021, si on met pas un peu de sourire, un peu d'humour, et je dirais même plus, si on donne pas un petit peu la banane à tous nos collaborateurs, collègues et clients, ça va pas marcher. Donc moi vraiment, je pense que c'est à travers le collectif qu'on peut tous s'en sortir. Merci Stéphane.